La main du docteur Daniel Cooper s'immobilisa dans l'air, la seringue chargée vibrant à quelques centimètres de l'avant-bras du berger allemand. Ses 25 années de pratique vétérinaire semblaient réduites à ce seul instant impossible. Les yeux ambrés du jeune chien n'étaient pas habités par la rage décrite dans le rapport de l'agent Monroe. Il contenait cette même douceur grave qu'il avait déjà croisée 3 ans plus tôt sur le lit d'hôpital d'Emily, sa femme. Ce n'était pas de l'agressivité qui le fixait, c'était une reconnaissance silencieuse. La table métallique de la salle d'examen gémit lorsque Ranger bougea, étendant lentement une énorme patte vers le poignet de Daniel. Pas pour frapper, pour se connecter, exactement comme la main d'Emily, tendue dans ses dernières minutes de vie. Dans l'encadrement de la porte, Madame Williams poussa un cri étouffé. Sa tasse de café se brisa sur le lino dans un fracas sec. La lumière crue des néons accrocha la tache de naissance sur la poitrine du chien. Un cœur parfait, identique à celui que Daniel avait embrassé une dernière fois sur le pelage de Bella, 15 ans auparavant. Et la voix d'Emily résonna dans sa mémoire. « Promets-moi de ne jamais cesser d'aimer. » Le vétérinaire laissa échapper un souffle brisé, la seringue tombant sur le plateau en acier. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Qu'avait donc caché Emily toutes ces années? Et pourquoi son secret lui faisait-il face maintenant à travers ce chien condamné, à quelques secondes de la mort? N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager vos impressions dans les commentaires. Et dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. La pluie d'automne martelait les vitres de la clinique vétérinaire de Daniel à Milford, Tennessee. Il restait figé dans la salle d'examen, le monde brusquement désaxé. La seringue gisait abandonnée sur le plateau métallique, chargée d'un liquide destiné à mettre fin à une vie qui semblait désormais reliée à son propre passé. Ranger ne bougea pas d'1 millimètre. Sa patte restait posée sur le poignet du vétérinaire, ses yeux ambrés fixés sur son visage buriné. À 58 ans, Daniel croyait avoir tout vu dans son quart de siècle de pratique. La clinique de Maple Avenue appartenait autrefois à son père, et avant lui, à son grand-père. 3 générations de Cooper avaient soigné les animaux de cette petite ville du Tennessee où tout le monde connaissait les secrets des autres. Mais 3 ans plus tôt, quand Emily avait perdu sa bataille contre le cancer, quelque chose s'était brisé à l'intérieur de lui. La passion qui l'animait autrefois pour sauver chaque créature avait disparu, remplacée par une routine mécanique. Chaque journée se fondait dans la suivante, comme de l'aquarelle diluée par la pluie. Les factures médicales les avaient écrasées. 47 000 $ engloutissant leurs économies, leurs projets et finalement Emily elle-même. Le sanctuaire animalier qu'il rêvait de construire n'était resté qu'un dessin griffonné dans le journal d'Emily, oublié depuis dans un tiroir de chambre. Daniel était devenu un fantôme, hantant sa propre vie. Il soignait encore, mais son cœur était resté froid comme la pierre tombale d'Emily au cimetière de Milford. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres. Sans y penser, il avait préparé 2 cafés, puis s'était souvenu de son erreur et avait jeté la 2e tasse dans l'évier. Un rituel de deuil quotidien. Sur sa table de cuisine, les enveloppes s'empilaient, certaines encore fermées, d'autres marquées du mot « saisie ». L'avis de saisie immobilière trônait au sommet. Le juge Harold Sutton lui avait fait comprendre que coopérer réglerait ses problèmes financiers. Mais refuser, ce serait détruire ce qu'il restait de sa vie. Sutton inspirait la crainte dans toute la région. À 64 ans, ce juge à la retraite dirigeait le plus grand élevage de bergers allemands de 3 comtés. Ses chiens alimentaient les polices locales et les unités militaires du sud-est du pays. Ses dons avaient payé l'agrandissement de l'hôpital vétérinaire et financé la foire annuelle du comté. Quand Sutton parlait, la ville écoutait. Quand il exigeait, tout s'exécutait. L'agent Patricia Monroe avait amené Ranger à la clinique vers 6h30. Les papiers officiels le déclaraient comme un animal dangereux, ayant soi-disant attaqué le jeune Tommy Reynolds. 17 points de suture, disait le rapport, et des parents furieux exigeant justice. Le conseil municipal avait déjà signé l'ordre d'euthanasie avant même que Daniel ne voie le chien. Mais là, face à cette patte posée contre son poignet, devant ses yeux étrangement familiers, le vétérinaire sentit quelque chose remuer en lui, quelque chose qu'il croyait mort avec Emily. Le pelage de Ranger portait les mêmes marques distinctives qu'il se rappelait sur de vieilles photos. Et cette tache en forme de cœur semblait battre d'une signification qu'il n'arrivait pas encore à saisir. Un tonnerre roula au loin, au-dessus des montagnes du Tennessee. Pour la première fois depuis 3 ans, Daniel était pleinement éveillé. L'horloge murale avançait vers 7 heures. Le vétérinaire fixait toujours les yeux du chien, ses nerfs lâchant fil après fil.
Dans l'embrasure, l'agent Monroe se balançait d'un pied sur l'autre, sa radio crachant des appels routiniers. Sur le plateau, la seringue pleine de pentobarbital luisait sous les néons, comme une sentence liquide. L'agent tout sauta. Le juge Sutton a dit que ça devait être fait ce soir, pas de délai. Daniel retrouva un semblant de geste professionnel, commençant un examen, mais sa pensée galopait vers des possibilités insensées. Ranger possédait des os solides, une musculature typique des lignées supérieures, malgré une malnutrition évidente. Mais sous le pelage, Daniel découvrit des ecchymoses. Certaines récentes, violacées, d'autres plus anciennes, jaunies. Et le long de la colonne vertébrale, une série de cicatrices nettes, trop ordonnées pour être accidentelles. Des traces d'abus répétés, pas les blessures d'un chien agresseur, mais d'un animal qui avait dû se défendre. « Seigneur, j'en ai déjà vu assez pour une vie entière », murmura-t-il, photographiant chaque marque avec son téléphone. Émilie répétait toujours « Les animaux voient droit dans ton âme ». En croisant le regard de Ranger, Daniel se sentit exposé, vulnérable. Le comportement du chien contredisait le rapport officiel. Quand il souleva sa babine pour examiner les dents, le berger allemand ne réagit pas par un grognement. Il se laissa faire, penchant même légèrement la tête, sa queue esquissant un mouvement timide. Pas la réaction d'un prédateur, mais celle d'un être avide de tendresse, suppliant d'être vu pour ce qu'il était. Le téléphone vibra dans sa poche, et en voyant s'afficher le nom du juge Harold Sutton, le sang de Daniel se glaça. Jetant un coup d'œil vers l'agent Monroe, qui feignait de consulter son dossier, il se réfugia dans le couloir pour répondre. « Docteur Cooper !» La voix de Sutton résonna avec l'autorité glaciale de celui qui avait passé sa vie à rendre des sentences. « J'espère que vous traitez ce cas avec la célérité requise. » Daniel serra son téléphone, la mâchoire crispée. « Je procède à un examen complet, juge. C'est le protocole avant tout. » « Protocole ?» Le mot claqua comme un fouet. Cet animal a envoyé un enfant à l'hôpital. 17 points de suture. Les parents exigent justice. Le conseil municipal a déjà donné son approbation. Les blessures que j'observe ne correspondent pas à une attaque. Ce chien montre des signes d'abus sévères. Un silence lourd s'installa, saturé de menaces muettes. Puis la voix de Sutton baissa d'un ton, plus tranchant encore. « Docteur, je serais navré que votre jugement soit remis en cause, surtout en ces temps de difficultés financières. » Le nom des dettes flotta comme une lame suspendue. Sutton savait tout, les 47 000 $, la vie de saisie, l'agonie lente de tout ce que Daniel avait construit. Un seul mot du juge et sa réputation s'effondrerait. Sa carrière disparaîtrait, ne lui laissant que le souvenir d'Émilie. « Je fais simplement preuve de rigueur », articula-t-il. « La rigueur est louable, l'obstination non. Je m'attends à ce que ce dossier soit clos ce soir. » La ligne se coupa net, laissant Daniel figé sous la lumière crue du couloir. À travers la vitre de la salle, il apercevait Ranger qui le suivait du regard, patient, confiant, malgré les cicatrices qu'il portait. Cette confiance pesait sur sa poitrine comme un poids insupportable. Quand il rentra, l'agente Monroe leva les yeux de sa montre. « Tout va bien, docteur ?»« Parfaitement, » répondit-il, même si sa voix trahissait le contraire. Il s'approcha de la table. Le chien posa aussitôt son museau dans sa paume, un geste d'une douceur si pure que Daniel sentit son cœur se fissurer. La première véritable émotion depuis l'enterrement d'Émilie. Il pensa à sa maison vide, à la deuxième tasse de café qu'il versait chaque matin par habitude, au dessin de sanctuaire abandonné dans le tiroir. 3 ans qu'il vivait sans vivre, enfermé dans un hiver sans fin. Mais la chaleur du chien contre sa main était réelle, présente, incontournable. Et soudain, ce n'était plus une question de protocole, ni de carrière, ni de dette. C'était une question de vérité. Les mots d'Émilie résonnèrent encore. « Promets-moi de ne jamais cesser d'aimer. » Il saisit la seringue, hésita, puis s'immobilisa. Ranger posa à nouveau sa patte sur son poignet. Cette fois, pas en désespoir, mais en compagnon. « J'ai besoin de faire des tests supplémentaires », déclara Daniel d'une voix plus assurée qu'il ne se sentait. « Cela va prendre toute la nuit. » L'agente Monroe parut contrariée mais finit par quitter la pièce, son talkie-walkie grésillant dans la nuit du Tennessee. Daniel resta seul avec le chien. Ranger s'installa sur le carrelage usé, ses yeux intelligents suivant chacun de ses gestes. Le vétérinaire alluma d'autres lampes, prépara du matériel, mais en vérité, il improvisait. Pour la première fois depuis des années, il se fiait à son instinct plutôt qu'au protocole. Et cette liberté l'effrayait plus que toutes les menaces de Sutton. Assis à son bureau, il tira le dossier de Ranger de la pile. L'attaque s'était déroulée à 16h30 derrière la maison des Reynolds, rue Oak.
Tommy Reynolds, 8 ans, 17 points de suture au bras gauche. L'agression était décrite comme soudaine, sans provocation. Pourtant, en lisant, Daniel vit des fissures apparaître dans ce récit. Le rapport parlait d'un chien de 6 mois, de taille moyenne, au comportement féroce. Mais Ranger avait déjà son pelage adulte. Sa stature, imposante, trahissait facilement ses 10 mois passés. Et puis, Oak Street se trouvait à l'opposé de l'élevage de Sutton où Ranger était censé résider. Daniel alluma son ordinateur, fouilla dans les archives numériques de la clinique, et ce qu'il découvrit glaça son café encore fumant. Depuis 4 ans, Sutton avait fait euthanasier 22 chiens chez lui, tous des bergers allemands, tous présentés comme agressifs ou défectueux. Le schéma était trop parfait pour n'être qu'une coïncidence. Il ouvrit les photos médicales de chaque cas. À l'écran, un défilé d'horreur. Les mêmes blessures défensives, les mêmes cicatrices de mauvais traitements, les mêmes regards brisés. Des animaux détruits, mais jamais dangereux. Et c'était lui, Daniel, qui avait appuyé sur la seringue fois après fois. Il lâcha un souffle tremblant. « Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai fait ?» Ranger releva la tête comme s'il avait senti sa détresse. Il se leva lentement et posa son museau chaud contre la main du vétérinaire tremblante. Le geste évoqua à Daniel les consolations silencieuses d'Émilie, quand la douleur la submergeait et qu'elle posait sa main sur la sienne sans un mot. Les larmes lui montèrent aux yeux. Pour la première fois depuis l'enterrement, il pleurait. À 22h47, le téléphone vibra à nouveau. Le nom de Sutton brillait sur l'écran. Daniel laissa sonner puis décrocha. « Docteur Cooper, dit la voix glaciale, je veux confirmation que l'affaire est close. Je poursuis encore l'examen. Les blessures ne correspondent pas ?» Daniel, le prénom claqua, saturé d'autorité. L'animal a attaqué un enfant. Les preuves sont irréfutables. Votre rôle est de supprimer une menace, pas de jouer au détective. La main libre de Daniel caressa la tête de Ranger, ses doigts s'enfonçant dans la fourrure épaisse. Les marques que je documente indiquent autre chose. Ce chien s'est défendu. Oseriez-vous mettre en doute un rapport de police ? La voix du juge devint plus dangereuse encore. Ou l'intégrité de la famille Reynolds ? Méfiez-vous, docteur. On pourrait examiner vos comptes de plus près. Et ce que l'on y trouverait serait compromettant. Daniel sentit la corde se resserrer autour de son cou. Sutton avait le pouvoir de tout lui enlever, sa licence, sa clinique, sa maison. D'un mot, il pouvait réduire sa vie à néant. « Je comprends », finit-il par dire d'une voix éteinte. « Vous avez jusqu'à demain matin, 6h, je viendrai en personne vérifier que tout est dû régler. » La ligne coupa net. Daniel resta seul, les yeux sur Ranger dont la posture protectrice s'était interposée instinctivement entre lui et la porte. Le chien n'avait pas grogné, pas montré les dents, mais il se tenait là comme un gardien, pas comme un meurtrier. Daniel retourna à son bureau, le cœur battant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. L'écran de son ordinateur éclairait son visage fatigué d'une lueur blafarde. Chaque nouveau dossier qu'il ouvrait ajoutait un poids de plus sur ses épaules déjà écrasées par la culpabilité. Les 22 chiens, euthanasiés par ses soins, tous portaient les mêmes marques, les mêmes cicatrices, les mêmes traces de coups, les mêmes regards implorants, pas des bêtes féroces, des victimes. Et lui, aveuglé par son deuil, les avait envoyés dans le silence éternel, croyant suivre son devoir. Il se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Ses mains tremblaient, son souffle se bloquait dans sa gorge. Ranger, allongé près du bureau, releva la tête, oreilles dressées. Il s'approcha, posant son grand museau sur le genou de Daniel. Un geste simple, un geste qui disait « Tu n'es pas seul ». Et pourtant, Daniel se sentait plus seul que jamais. Il rouvrit les classeurs physiques, fouillant parmi les vieux dossiers archivés. Ses doigts s'arrêtèrent sur une chemise datée de 15 ans plus tôt. Son propre écriture à l'encre noire courait sur les pages. Le dossier de Bella. Le cœur de Daniel s'arrêta un instant. Bella, la compagne d'Émilie, une berger allemand au pelage soyeux, qui avait illuminé leur vie avant de mourir de vieillesse. Le rapport mentionnait une portée de 5 chiots. 4 avaient été vendus à des familles choisies avec soin à travers tout l'État. Mais un 5e avait été retenu par le propriétaire. La case réservée au nom était restée vide. Pourtant, à la marge, une note manuscrite dans l'écriture élégante d'Émilie, lignée spéciale préservée, marqueur génétique, futur sanctuaire. Daniel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il saisit les photos jaunies de cette portée, et son souffle se coupa. Les marques étaient là, les mêmes nuances sur le museau, le même éclat dans les yeux, et surtout, la tache en forme de cœur sur la poitrine. Rangé. C'était impossible et pourtant indéniable. Ce chien n'était pas un inconnu, il était un descendant de Bella.
un fragment vivant du rêve qu'Emily avait voulu préserver. Le vétérinaire sentit ses jambes fléchir. Il s'effondra dans son fauteuil, les polaroïdes d'une autre époque dans une main, les clichés numériques de Ranger dans l'autre. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans un tableau glaçant. Sutton n'était pas seulement un éleveur corrompu. Il éliminait méthodiquement une lignée précieuse, et Ranger était peut-être le dernier témoin vivant de ce secret. La nuit avançait, ponctuée par le bourdonnement des néons et le souffle régulier du chien. Daniel rassembla tous les dossiers, numérisa les photos, transféra les données sur plusieurs clés USB. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait, mais il savait une chose. Il n'appuierait plus jamais sur cette seringue pour obéir aveuglément. À 1h du matin, les yeux brûlants de fatigue, il fit défiler encore des dizaines de fichiers. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Sutton avait commencé doucement, 1 ou 2 chiens par an. Puis la cadence s'était accélérée jusqu'à 7 euthanasies l'an passé. Tous des bergers allemands, tous soi-disant agressifs. En réalité, tous porteurs de la même lignée que Bella. Un frisson le parcourut lorsqu'il relut les mots d'Emily, tracés 15 ans plus tôt, futur sanctuaire. Elle avait su, elle avait planifié en secret. Et lui, aveugle à ses indices, avait laissé ce rêve s'éteindre avec elle. Ranger s'approcha encore, son regard ambré accrochant le sien. Pas de reproche, pas de jugement, seulement une patience immense, presque humaine. Daniel passe une main tremblante sur son crâne puissant. « Je suis désolé, s'y murmura-t-il, la voix brisée. Je suis tellement désolé. » Un tonnerre roula dans les montagnes, annonçant un orage. Dehors, les éclairs déchiraient la nuit du Tennessee. Dedans, Daniel se sentit traversé par une certitude nouvelle. Il ne pouvait plus reculer. Dans 7 heures, Sutton entrerait dans cette clinique, exigeant la mort de Ranger. Mais il ne trouverait plus le même vétérinaire docile. Daniel resta éveillé, ses yeux fixés sur l'écran saturé de preuves, sa conscience en feu. Chaque image d'un chien perdu revenait le hanter. 22 victimes. Et lui, complice involontaire. Mais Ranger était là, encore vivant, encore capable de pardonner. Peut-être qu'il n'était pas trop tard pour se racheter. Peut-être qu'en sauvant celui-ci, il sauverait aussi un morceau de lui-même. Lorsque l'aube grise se leva sur Milford, Daniel avait pris sa décision. Il n'était plus question de survie, ni de dette, ni même de réputation. Il ne laisserait pas Sutton anéantir le dernier héritage d'Emily. L'aube se leva froide et humide sur Milford. La pluie battante de la nuit avait laissé place à un ciel lourd, gris-acier, traversé de nuages bas. Le parking de la clinique était encore désert quand Daniel, les yeux cernés de fatigue, s'assit derrière son bureau encombré de dossiers. Ranger dormait roulé en boule sous la table, sa respiration calme contrastant avec le tumulte qui ravageait l'esprit du vétérinaire. À 6 heures précises, le crissement de pneus sur le gravier annonça l'arrivée de Sutton. Daniel leva les yeux par la fenêtre et aperçut la berline noire lustrée s'arrêter devant la porte. Même à cette heure, Harold Sutton paraissait impeccable. Costume sombre, cheveux argentés impeccablement peignés, démarche assurée de celui qui avait bâti toute sa vie sur l'autorité et l'intimidation. La clochette au-dessus de la porte tint. Sutton entra sans attendre d'être invité. Ses yeux gris, durs comme des pierres, se posèrent immédiatement sur Daniel. « Docteur Cooper !» Sa voix était glaciale. « J'espère que la besogne est terminée. » Daniel se leva lentement. Il inspira profondément, ses mains posées à plat sur le bureau pour masquer leur tremblement. « Nous devons parler, juge. » Certaines choses dans ce dossier ne tiennent pas. Le visage de Sutton ne broncha pas, mais un éclair d'impatience traversa ses traits. « Je ne suis pas venu pour une discussion. Je suis venu constater que cet animal ne représentera plus une menace. Les blessures de Tommy Reynolds ne correspondent pas à ce chien. Le rapport parle d'un animal de 6 mois de taille moyenne. Ranger en a au moins 10 et il est bien plus grand. De plus, la localisation, Oak Street, est à l'opposé de votre élevage. » Sutton serra les mâchoires. « Êtes-vous en train de remettre en cause un rapport officiel de police, docteur? De douter de la parole d'une famille respectable de notre communauté ?» Daniel soutint son regard, ses propres yeux brûlants d'une détermination nouvelle. « Je remets en cause ce qui est faux. Et je veux comprendre pourquoi, en 4 ans, vous avez amené 22 bergers allemands dans ma clinique, tous soi-disant agressifs, tous porteurs de la même lignée. » Un silence terrible s'abattit, pesant comme une enclume. Puis Sutton fit un pas en avant, son visage livide d'une colère froide. « Vous jouez avec le feu, Benjamin. » Daniel redressa les épaules. « Le feu brûle déjà. Je refuse de fermer les yeux. » Sutton s'approcha encore, envahissant l'espace de Daniel. Sa voix devint un murmure menaçant. «
Savez-vous ce que cela m'a coûté, docteur? Vous pensez que je n'ai pas connu l'échec? 23 ans plus tôt, j'ai condamné un homme à mort. Marcus Williams. Il criait son innocence jusqu'au bout. Et 3 mois après son exécution, l'ADN a prouvé qu'il disait vrai. Un innocent est mort à cause de moi. Daniel sentit un frisson glacé le parcourir. Et vous avez décidé d'expier cette faute en massacrant des chiens? Je n'expie rien, j'empêche que cela se reproduise. La voix de Sutton tremblait de rage. Chaque chien que je vous ai amené montrait de l'instabilité, de l'agressivité, des faiblesses génétiques. Mieux valait les éliminer avant qu'ils ne détruisent une famille, avant qu'ils ne fassent de couler du sang. Vous parlez de meurtre, Harold, pas de prévention. Le juge claqua son poing sur le bureau. Innocence? Vous croyez encore à ça? Il n'y a pas d'innocent, docteur, seulement des menaces qu'on contient ou qu'on détruit. Sous la table, Ranger avait relevé la tête, ses oreilles pointées vers la voix grondante. Il se leva lentement et s'interposa entre Daniel et Sutton, ses muscles tendus, son regard fixé sur l'intrus. Un grondement grave monta de sa gorge. Pas de peur, pas de panique, de la protection pure. Vous voyez, cracha Sutton, un sourire déformant ses lèvres. Voilà la preuve, l'agressivité dans son sang. Même vous, vous ne pouvez l'ignorer. Daniel posa doucement une main sur la nuque du chien. Non, ce n'est pas de l'agressivité, c'est de la loyauté, c'est de la protection. C'est ce que vous avez oublié de voir. La tension était à son comble quand la clochette de la porte retentit de nouveau. Une femme brune entra, suivie de 2 hommes en costume sombre portant des oreillettes discrètes. Daniel écarquilla les yeux en reconnaissant Rebecca Morales, ancienne associée et amie proche d'Emily. Elle s'avança d'un pas assuré. « Harold Sutton, dit-elle calmement, voici les agents Davis et Clark. Ils souhaitent vous poser quelques questions au sujet de certaines euthanasies suspectes. » Le visage du juge devint blême puis écarlate. « C'est une mascarade !» hurla-t-il. « Je ne tolérerai pas cette intrusion. » L'un des agents sortit un dossier. « Nous avons des preuves, monsieur Sutton. 22 chiens, tous présentant des blessures compatibles avec des sévices organisés. Et un lien direct avec un réseau de combat clandestin relié à votre élevage. » Daniel sentit son cœur s'arrêter. Tout s'imbriquait enfin. Ce n'était pas seulement de la cruauté ou une obsession maladive. Sutton utilisait ses chiens pour le combat, et ceux qui refusaient de se briser étaient éliminés. Sutton explosa, ses traits se tordant dans une grimace de haine. Ils étaient faibles, indignes de vivre, comme cet homme que j'ai condamné, comme tous ceux qui menacent la société. Il crachait presque ces mots hors de lui. Ranger poussa un aboiement puissant faisant vibrer les murs de la clinique. Les agents encerclèrent Sutton et le menottèrent. Le juge lutta, hurlant à la conspiration, jurant qu'il protégeait le monde de créatures dangereuses. Mais pour Daniel, la vérité éclatait comme un éclair. Sutton n'était pas un protecteur. C'était un bourreau prisonnier de sa propre culpabilité. Lorsque la porte se referma derrière eux, le silence retomba, brisé seulement par le souffle de Ranger. Daniel posa une main sur sa tête et murmura « C'est fini, mon garçon, du moins une partie. » Les jours qui suivirent l'arrestation d'Harold Sutton furent un véritable ouragan. Le petit cabinet vétérinaire de Maple Avenue, autrefois un lieu tranquille où l'on soignait chats et chiens de ferme, devint soudain l'épicentre d'un scandale national. Les rues de Milford se retrouvèrent envahies de camions satellites et de journalistes armés de micros et de caméras. Les logos des grandes chaînes s'alignaient comme des fleurs métalliques le long du trottoir. Daniel n'avait jamais imaginé que sa vie privée deviendrait matière à gros titres, mais il n'était plus seulement un vétérinaire endeuillé. Dans les journaux, il était l'exécuteur de Sutton, le praticien qui avait fermé les yeux, l'homme qui avait tué 22 innocents par ignorance ou par lâcheté. Chaque matin apportait son lot de nouvelles humiliations, son visage plaçardé en une, ses mots sortis de leur contexte, ses erreurs disséquées par des experts autoproclamés. Ranger, lui, était devenu l'opposé. Le chien à la poitrine marquée d'un cœur était désormais surnommé l'ange survivant par les médias. Son histoire bouleversait des millions de téléspectateurs. Un animal présenté comme dangereux qui, en réalité, incarnait la fidélité et le pardon. Les caméras cherchaient à capter chaque image de lui, marchant calmement aux côtés de Daniel, veillant silencieusement sur son maître déchu. Rebecca, revenue de Nashville pour épauler Daniel, gérait les journalistes avec une fermeté redoutable. « Une déclaration à la fois, pas plus », lui répétait-elle, mais rien ne pouvait contenir la tempête. Les révélations se succédaient.
Combat de chiens clandestins, trafic illégal, manipulation génétique. Sutton, l'ancien juge respecté, était désormais présenté comme l'architecte d'un système de cruauté systématique. Au milieu de tout cela, Daniel fut convoqué à comparaître devant un grand jury. La salle d'audience, froide et impersonnelle, résonnait de chuchotements lorsqu'il prêta serment. Face au juré, il sentit son corps peser des tonnes. Le procureur, une femme aux yeux perçants nommée Linda Rodriguez, entama l'interrogatoire. « Dr Cooper, pendant 4 ans, vous avez pratiqué l'euthanasie sur 22 bergers allemands amenés par Harold Sutton. Avez-vous, à un seul instant, remis en question le schéma ?» Daniel sentit sa gorge se serrer. « J'aurais dû, mais non. J'étais absent. Après la mort de ma femme, je n'étais plus qu'une ombre. Je suivais la procédure, sans réfléchir. Pourtant, ces chiens présentaient des blessures évoquant clairement des abus. Oui, et je n'ai pas voulu voir. » Un silence pesant suivit. Daniel inspira, ses yeux humides. « Je ne me pardonnerai jamais d'avoir échoué à mon rôle. Ces animaux avaient besoin d'un protecteur et je les ai trahis. » Dans la salle, on pouvait entendre le grincement du stylo de la greffière sur le papier. Chaque mot de Daniel devenait une pierre de plus sur ses épaules. Le procureur reprit. « Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis à propos de Ranger ?» Daniel pensa à cette nuit dans la clinique, à la patte posée sur son poignet. Il m'a rappelé pourquoi j'avais choisi ce métier. Les animaux ne mentent pas. Ils ne déguisent pas leur douleur. Ils ne manipulent pas. Son regard m'a dit la vérité, là où les rapports étaient remplis de mensonges. À la sortie, la foule de journalistes se rua sur lui. Les flashs l'aveuglaient. « Dr Cooper, vous sentez-vous coupable des 22 morts ?» lança une voix. Il s'arrêta, incapable de fuir l'évidence. Ranger se plaça contre sa jambe, solide comme une ancre dans la tempête. Daniel leva les yeux et répondit « Oui, je porte cette responsabilité. J'étais censé les défendre. Je ne l'ai pas fait. Je vivrai avec ça jusqu'à mon dernier souffle. » Un autre reporter cria « On dit que vous parlez aujourd'hui pour sauver votre réputation. » Daniel baissa les yeux vers Ranger qui le fixait de ses yeux ambrés, plein de confiance. « Ma réputation est déjà détruite. Et c'est mérité. Je parle parce que ces chiens méritaient mieux que ce que je leur ai offert. Ranger a survécu, les autres non. Je leur dois la vérité. » La vidéo de cette déclaration fit le tour du pays. Certains le haïrent encore davantage, le traitant de lâche repentant. Mais d'autres virent en lui un homme brisé qui tentait d'expier. Des lettres affluèrent de partout, des insultes, mais aussi des mots de soutien. Un soir, parmi la pile, une enveloppe attira son attention. Du papier parfumé à la lavande, l'écriture tremblante d'une main âgée. « Cher Dr Cooper, j'ai 87 ans. J'ai élevé des bergers allemands toute ma vie avec mon mari avant qu'ils ne partent. Je veux que vous sachiez que ce que vous avez fait demande du courage. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste, même si cela coûte tout. Votre femme serait fière. Sincèrement, Eleanor Whitman. » Daniel lut la lettre 3 fois, les yeux brouillés par les larmes. Ranger, couché à ses pieds, releva la tête et vint poser son museau contre sa main comme pour lui dire que le pardon était encore possible. Cette nuit-là, Daniel ouvrit enfin le vieux journal d'Emily. Chaque page, soigneusement rédigée, décrivait ses recherches sur la lignée Steinhoff, cette génétique rare qu'elle s'était jurée de protéger. Des notes sur les maladies éliminées, sur l'espérance de vie prolongée, sur l'intelligence exceptionnelle des chiens. Et au milieu, une phrase qui le transperça. Daniel ne connaît pas encore le fond secret. Je mets de côté de quoi acheter un terrain dans les montagnes. Quand il sera prêt, il comprendra. Le lendemain, Rebecca l'appela, excitée. « Daniel, écoute, je viens de parler avec l'avocat de la succession d'Emily. Elle avait des comptes, des assurances, des placements que tu ignorais. Avec ça, et les dons qui arrivent de tout le pays, tu as assez pour construire le sanctuaire, le vôtre. » Daniel serra le téléphone, les larmes brouillant sa vue. « Combien ? » Presque un demi-million de dollars. Il leva les yeux vers Ranger qui l'observait avec son éternelle loyauté. « Emily, tu avais tout prévu. » Quelques semaines plus tard, Daniel se tenait au sommet d'une colline dans les Smoky Mountains, les mains enfoncées dans les poches de sa vieille veste. Le vent d'octobre faisait danser les feuilles dorées autour de lui. Devant ses yeux s'étendait un domaine de 50 acres, parsemé de prairies vallonnées, de chênes centenaires, et traversé par un ruisseau limpide qui scintillait sous la lumière du matin. Emily avait vu juste, c'était un paradis pour les animaux. À ses côtés, Ranger reniflait le sol, explorant chaque recoin avec l'énergie d'un chiot. Sa queue battait l'air à chaque nouvelle découverte. Le voir courir librement sur ces terres fit naître dans la poitrine de Daniel une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années.
Voilà mon vieux. C'est ici que tout commence, murmura-t-il. 3 semaines plus tard, le terrain n'était plus un simple champ sauvage. Des camions, des charpentiers et des bénévoles affluaient de tout l'État. Les dons versés après le scandale de Sutton combinés à l'argent secret d'Emily avaient financé la construction. Les fondations d'un grand bâtiment vétérinaire s'élevaient déjà, avec des salles de soins, des espaces de repos et même un laboratoire de génétique où la lignée Steinhoff pourrait être étudiée et protégée. Tout autour, des enclos spacieux et des cabanons prenaient forme pour accueillir les futurs pensionnaires. Daniel regardait les charpentiers assembler la charpente principale. Ses yeux se brouillèrent de larmes en pensant à Émilie. Elle avait toujours cru à ce sanctuaire, quand lui n'y voyait qu'un rêve irréalisable. Aujourd'hui, c'était elle qui avait tracé le chemin, même après sa mort. « Seigneur, si seulement tu étais là pour voir ça », souffla-t-il. Ranger trottina vers lui, une planche abandonnée dans la gueule. Les ouvriers éclatèrent de rire en voyant le chien participer aux travaux. Daniel sourit pour la première fois depuis des années. Le berger allemand avait repris du poids, son pelage brillait à nouveau et ses yeux ambrés pétillaient de vie. On aurait dit un autre animal que celui qui avait posé sa patte tremblante sur le poignet de Daniel quelques mois plus tôt. Mais malgré la joie, une inquiétude persistait. Le laboratoire de génétique de l'Université du Tennessee avait confirmé ce que les notes d'Emily suggéraient. Ranger appartenait à une lignée extrêmement rare, pratiquement disparue, réputée pour sa robustesse, son intelligence et sa longévité. Les chercheurs parlaient de lui comme d'un trésor biologique. Certains suggéraient déjà de lancer un programme de reproduction pour préserver ses gènes. Rebecca, venue inspecter le chantier, exprima la vérité que Daniel redoutait. « Tu sais que tout repose sur lui. Sans descendant, la lignée risque de s'éteindre ?» Daniel caressa la tête de Ranger qui s'était assis sagement à ses pieds. « Je ne forcerai jamais quoi que ce soit. Il a déjà assez souffert. Il guérira à son rythme. » Ranger semblait comprendre, posant son regard sur Daniel comme pour approuver. Mais les nuits, Daniel ne trouvait pas le sommeil. Les dons qui finançaient le chantier étaient généreux, mais temporaires. Le sanctuaire, pour survivre, devait trouver une stabilité à long terme. Si Ranger refusait d'engendrer une nouvelle génération, tout le projet risquait de s'écrouler. Un matin d'automne, alors que le chantier avançait, une file de SUV noirs gravit la piste menant au domaine. Les véhicules s'arrêtèrent devant le bâtiment principal, soulevant des nuages de poussière. Daniel sentit son estomac se nouer. 3 hommes en costume en sortirent, encadrant une femme élégante au tailleur impeccable, cheveux argentés tirés en arrière. Son sourire poli trahissait une assurance glaciale. « Dr Cooper », sa voix portait haut, « Je suis Victoria Sterling, directrice générale de Premier Genetics International, nous devons parler. » Le cœur de Daniel s'alourdit. Il connaissait ce nom. Cette société avait déjà fait scandale pour avoir breveté des gènes d'animaux d'élevage et tenté d'en revendiquer la propriété exclusive. Les voir ici n'augurait rien de bon. Sterling avança d'un pas décidé, suivi de ses assistants qui déployèrent un ordinateur portable et une présentation. « Votre chien représente une valeur inestimable, docteur. Ces marqueurs génétiques pourraient révolutionner l'élevage canin. Nous avons les moyens de préserver cette lignée, de la cloner si nécessaire, de la multiplier à grande échelle. Imaginez des centaines de chiens comme Ranger partout dans le monde. » Daniel secoua la tête, incrédule. « Vous parlez de clones? De copies sans âme. Ranger n'est pas un produit. C'est un être vivant, unique. » Sterling sourit comme on sourit à un enfant naïf. « Avec tout le respect, vous êtes idéaliste. Nous vous proposons 50 millions de dollars pour les droits exclusifs de reproduction. Avec une telle somme, vous pourriez financer votre sanctuaire pour les 100 prochaines années. » Les ouvriers s'étaient arrêtés, écoutant la conversation à distance. Rebecca serra le bras de Daniel. « C'est une tentation, mais c'est aussi un piège. » Daniel baissa les yeux vers Ranger. Le chien, resté silencieux, avait le poil hérissé, ses yeux fixés sur Sterling avec méfiance. Il ressentait le danger, même sans comprendre les mots. Daniel inspira profondément. « Non, le sanctuaire ne sera jamais construit sur le commerce d'une vie. Ce chien n'est pas à vendre. » Le sourire de Sterling se figea. Ses yeux devinrent durs comme l'acier. « Réfléchissez bien, docteur. Ce genre d'opportunité ne se représentera pas. Et sans nous, votre sanctuaire n'aura pas les moyens de survivre. » Elle fit signe à ses hommes qui replièrent leur matériel. Avant de remonter dans son SUV, elle lança « Nous resterons en contact. » Alors que le convoi disparaissait dans la vallée, Daniel sentit son cœur battre à tout rompre. La menace venait de changer de visage. Ce n'était plus seulement la corruption d'un juge isolé,
C'était une multinationale prête à tout pour s'emparer de Ranger. Il se tourna vers Rebecca. Sutton était une tempête locale. Eux, ce sont des ouragans mondiaux. Elle hocha la tête. Et ils ne lâcheront pas. Ranger posa sa tête contre la main de Daniel, ses yeux pleins de loyauté. Le message était clair. Tant qu'ils resteraient ensemble, ils tiendraient. Mais dans le regard de Sterling, Daniel avait lu une promesse silencieuse. Et il savait que la paix du sanctuaire ne durerait pas longtemps. Le mois de février arriva avec son manteau de glace et de neige. Le sanctuaire, pourtant flambant neuf, paraissait isolé au milieu des montagnes, comme une forteresse fragile face à la rudesse de l'hiver. Daniel se levait à l'aube chaque matin, vérifiant les installations et soignant les animaux et surveillant la chienne gestante que les vétérinaires soupçonnaient d'attendre les premiers chiots de Ranger. L'espoir renaissait peu à peu. Enfin, la lignée semblait vouloir se prolonger. Ce matin-là, l'air glacé mordait les joues. Daniel marchait entre les cabanons, Ranger bondissant joyeusement à ses côtés. Le chien avait retrouvé toute sa vigueur, musclé et majestueux, son pelage brillant malgré le froid. Tout semblait paisible, mais une tension sourde habitait Daniel depuis la visite de Victoria Sterling. Il comprit pourquoi lorsque Ranger s'immobilisa soudain, oreille dressée, fixant la lisière des bois. Un grondement sourd monta de sa gorge. Daniel suivit son regard et distingua des silhouettes sombres se faufilant entre les troncs. Des hommes en combinaison tactique, casques et fusils, équipés de fléchettes tranquillisantes. Le sang de Daniel se glaça. Premier Génétix avait tenu parole. Il venait chercher Ranger et il ne reculait devant rien. « Code noir, lança-t-il dans sa radio, la voix tremblante mais ferme. C'était le signal d'urgence prévu avec le personnel. Les employés se mirent aussitôt en mouvement, certains guidant les chiots vers les abris, d'autres verrouillant les bâtiments principaux. Une fléchette siffla dans l'air et se ficha dans le tronc d'un chêne, à quelques centimètres de la tête de Daniel. Il se jeta derrière un mur de pierre, tirant Ranger avec lui. « Va, cours !» Mais le chien refusa de bouger, campé devant lui comme un soldat protégeant son commandant. Le chaos éclata. Les hommes de Sterling se déployèrent avec une précision militaire, encerclant peu à peu le sanctuaire. Les aboiements des chiens résonnaient dans toute la vallée, formant une clameur de panique et de résistance. Daniel courut vers le bâtiment principal, Ranger sur ses talons. Les projectiles sifflaient autour d'eux. Ils atteignirent la salle de contrôle où Rebecca hurlait des ordres dans son talkie-walkie. Verrouillez les issues, ne laissez personne approcher des chenilles. Son visage blême se tourna vers Daniel. Ils viennent pour lui, pas pour nous. Mais ils sont prêts à tout. Une vitre explosa sous l'impact d'un projectile. Ranger bondit, ses crocs claquant à quelques centimètres du bras d'un intrus qui tentait d'entrer. L'homme recula, surpris par la vitesse et la puissance du chien. Daniel saisit un extincteur et l'abattit sur le cadre de la fenêtre, repoussant l'assaillant. Quelques minutes plus tard, une silhouette se détacha du groupe qui encerclait les bâtiments. Victoria Sterling, dans son manteau de laine immaculé, avançait comme une générale inspectant le champ de bataille. Son visage affichait un calme glaçant. « Docteur Cooper !» cria-t-elle d'une voix claire qui portait au-dessus du tumulte. « Rendez-nous ce chien, il n'a pas sa place ici. Nous avons les moyens de l'exploiter à son plein potentiel. Résister ne fera qu'aggraver les choses. » Daniel sortit sur le perron, le souffle court, son cœur battant à tout rompre. Ranger était à ses côtés, la gueule entr'ouverte, prêt à défendre. « Ce chien n'est pas votre propriété, » répondit-il d'une voix ferme. « Et jamais je ne le laisserai entre vos mains. » Un sourire froid étira les lèvres de Sterling. Elle fit un signe de la main et deux de ses hommes tirèrent simultanément. Les fléchettes volèrent. L'une rata sa cible, mais l'autre se planta dans l'épaule de Ranger. Le berger allemand gronda, chancela, mais resta debout, les yeux rivés sur Daniel. « Non !» hurla Daniel en se précipitant vers lui. Il arracha la fléchette, mais déjà, le produit commençait à circuler dans le sang du chien. Ranger vacilla, ses muscles se raidirent. Pourtant, il trouva la force de se placer devant Daniel, titubant mais déterminé à le protéger jusqu'au bout. « Voyez » lança Sterling. Même drogué, il obéit à son instinct. « C'est une arme, docteur, pas un compagnon. » Rebecca sortit du bâtiment, brandissant son téléphone. « Les autorités sont prévenues, Sterling ? Vous êtes en train de commettre une effraction armée. » La dirigeante éclata d'un rire sec. « Croyez-vous vraiment que la loi vous sauvera ? Nous avons déjà les documents légaux qui nous donnent des droits sur son patrimoine génétique. Nous ne faisons que reprendre ce qui nous appartient. » Daniel sentit un mélange de rage et d'impuissance l'envahir. Ranger s'effondra à genoux, les yeux cherchant encore les siens, implorant silencieusement qu'il ne le laisse pas. Daniel posa ses mains sur lui murmurant «
Tiens bon, mon ami, je ne t'abandonnerai pas. Les hommes de Sterling avançaient, prêts à saisir le chien. Mais au loin, les sirènes de la police locale se mirent à retentir, montant dans la vallée. Rebecca avait dit vrai. L'aide arrivait. Sterling, furieuse, fit un geste brusque. Ces hommes se replièrent aussitôt, disparaissant dans les bois avec une efficacité militaire. Avant de remonter dans son SUV, Sterling lança un dernier regard vers Daniel. « Ce n'est qu'une question de temps. Vous ne pourrez pas le protéger éternellement. » Lorsque le silence retomba enfin, Daniel serra Ranger dans ses bras. Le chien, malgré la drogue, leva faiblement les yeux vers lui. Son souffle était lourd, mais son regard disait tout, confiance, fidélité, amour inébranlable. « Je te le promets, » murmura Daniel, la voix tremblante. « Quoi qu'il en coûte, je te ramènerai chez toi. » La neige recouvrait encore les montagnes lorsque la vérité frappa à la porte du sanctuaire. C'était un matin de mars, glacial et silencieux, quand une jeune femme aux traits tirés se présenta devant Daniel. Elle se nommait Maria Santos, une technicienne vétérinaire qui avait travaillé dans les laboratoires de Premier Genetics pendant plusieurs mois. Ses mains tremblaient lorsqu'elle tendit une tablette à Daniel, ses yeux sombres voilés d'horreur. « Docteur Cooper, ce qu'ils font là-bas n'a rien de scientifique. C'est de la torture organisée. » Daniel fit entrer la jeune femme, l'installa dans la cuisine encore imprégnée de l'odeur du café du matin. Ranger, toujours convalescent depuis l'attaque, s'approcha lentement, posant sa tête sur les genoux de l'invité, comme pour lui offrir du réconfort. Maria éclata en sanglots à ce contact, caressant le chien comme si elle s'excusait. D'un geste fébrile, elle activa une vidéo sur la tablette. L'écran s'illumina d'images insoutenables, des couloirs blancs bordés de cages métalliques, des bergers allemands décharnés tournant en rond dans un état de détresse totale. Certains avaient des cicatrices profondes, d'autres des convulsions incontrôlables. « Ils ne se contentent pas de cloner », expliqua Maria d'une voix brisée. « Ils mélangent des gènes, croisent avec du loup, trafiquent l'ADN, ils veulent se créer des chiens plus agressifs destinés à des applications militaires, mais ce qu'ils obtiennent, ce sont des monstres condamnés à souffrir dès la naissance. » Daniel sentit ses entrailles se nouer. Les images défilaient, chiots difformes, adultes hurlant sans répit, regard vide où il n'y avait plus trace d'esprit. « Seigneur !» souffla-t-il. « Et Ranger, où est-il » Maria hésita puis montra un autre fichier. L'écran révéla une salle stérile. Au centre, sur une table métallique, Ranger, amaigri, bardé de tubes, branché à un respirateur, ses yeux clos sous l'effet de sédatifs puissants. Sa poitrine se soulevait à peine. Il prélève tout, tous les 2 jours. Sang, moelle osseuse, tissu, il l'épuise. Il n'a plus que 2 semaines devant lui, peut-être moins. Daniel porte une main à son visage, luttant contre le désespoir. Ranger, le chien qui lui avait redonné goût à la vie, qui avait réveillé en lui une flamme qu'il croyait éteinte, était en train de mourir à petit feu dans une cage de laboratoire. Maria sortit ensuite une clé USB de sa poche. J'ai copié les protocoles, les preuves des abus, les faux rapports, mais seul vous pouvez agir légalement. Vous êtes son gardien officiel. Vous avez le droit de le réclamer. Avant que Daniel ne réponde, Rebecca entra dans la pièce accompagnée de 2 hommes qu'il ne connaissait pas. L'un avait la carrure raide et les cicatrices d'un ancien militaire, l'autre la posture souple et mesurée d'un agent fédéral. Rebecca fit les présentations. Voici le colonel James Mitchell, retraité des forces spéciales, et Marcus Chen, ancien agent tactique du FBI. Ils suivent l'affaire depuis que Premier Genetics a commencé à s'infiltrer dans le domaine animalier. Ils veulent t'aider. Mitchell s'inclina légèrement. « Docteur Cooper, si nous n'agissons pas vite, votre chien sera détruit. Et pire encore, leurs prototypes seront bientôt opérationnels. Ce n'est pas seulement une question de sauver Ranger, c'est une question de stopper un programme qui pourrait libérer des bêtes incontrôlables dans le monde. » Daniel se passa la main sur le visage partagé entre la peur et la colère. « Vous parlez de... les attaquer directement ?» Marcus Chen hocha la tête. « Pas attaquer, extraire. Nous appelons ça une mission chirurgicale. Entrer, rassembler des preuves, libérer Ranger et autant d'animaux que possible. Mais pour ça, il faut votre accord, votre légitimité en tant que vétérinaire responsable. » Le silence emplit la pièce, troublé seulement par le souffle de Ranger. Le chien, affaibli, releva la tête et planta ses yeux dans ceux de Daniel. Ce regard, même marqué par la douleur, contenait encore une étincelle, comme la nuit où tout avait commencé, lorsqu'il avait posé sa patte sur son poignet. Daniel sentit sa gorge se serrer. « Je ne laisserai pas ce chien mourir seul, entouré de machines. S'il reste ne serait-ce qu'une chance, alors j'irai jusqu'au bout.
Mitchell esquissa un sourire bref. « Alors préparez-vous, docteur. Cette nuit, nous irons le chercher. » Dehors, le vent glacé hurlait à travers les arbres enneigés. Mais dans le cœur de Daniel, une flamme brûlait plus fort que la tempête. Ce n'était plus seulement une bataille pour un chien. C'était une guerre contre ceux qui voulaient transformer la vie en marchandise. Et Daniel savait qu'il ne reculerait plus jamais. La tempête de neige qui s'abattait sur les montagnes du Tennessee offrait une couverture idéale. La nuit, noire et glaciale, semblait engloutir toute trace de lumière. Dans le hangar du sanctuaire, transformé en centre de commandement improvisé, Daniel vérifiait une dernière fois le contenu de sa trousse vétérinaire. Seringues, antibiotiques, pansements, matériel de perfusion. Il savait qu'il aurait à intervenir en urgence si Ranger était encore vivant. Le colonel Mitchell exposa calmement le plan à l'équipe. Maria a repéré une entrée secondaire par les tunnels de maintenance. Peu de surveillance, surtout la nuit, grâce à la tempête. Marcus et moi ouvrirons le passage. Maria neutralisera les caméras. Dr Cooper et Rebecca, vous restez en arrière jusqu'à extraction. Votre rôle est de stabiliser les animaux une fois qu'on les sortira. Compris, Daniel hocha la tête, mais son cœur cognait si fort qu'il craignait que tout le hangar l'entende. Il n'était pas soldat. Il n'avait jamais tenu une arme. Mais il avait juré de sauver des vies, et celle de Ranger était plus importante que la sienne. À 2 heures du matin, les véhicules banalisés se mirent en route, cahotant sur les routes enneigées. Maria conduisait, ses mains crispées sur le volant. Marcus, assis à côté d'elle, observait les écrans de surveillance qu'elle avait piratés en direct. Caméra de périmètre brouillée. On a une fenêtre de 30 minutes. Le complexe de Premier Genetics surgit au détour de la vallée, une forteresse de béton et de verre entourée de clôtures électriques. Les projecteurs balayaient les abords, mais la tempête réduisait leur portée. Mitchell donna le signal et tous descendirent dans la nuit glaciale. Ils progressèrent, accroupis, le long d'un talus, le souffle visible dans l'air gelé. Maria ouvrit une trappe de maintenance à moitié dissimulée sous la neige. « Par ici », murmura-t-elle. L'équipe s'enfonça dans les entrailles sombres du complexe. Le tunnel étroit menait à une grille qu'ils forcèrent silencieusement. Au-delà, un couloir aseptisé s'étendait, éclairé par des néons blafards. L'odeur d'antiseptique et de métal froid assaillit Daniel. Son estomac se noua. Ils avancèrent prudemment, contournant les caméras neutralisées. Au détour d'un couloir, ils entendirent des aboiements rauques, déformés, suivis d'un gémissement qui n'avait rien de naturel. Maria les guida jusqu'à une salle de contention. Marcus força la serrure électronique et ouvrit discrètement. À l'intérieur, Daniel faillit chanceler. Dans des cages alignées, une quinzaine de chiens les fixaient. Mais ce n'étaient plus vraiment des bergers allemands. Certains avaient des membres déformés, d'autres des yeux luisants d'un éclat étrange. 2 d'entre eux semblaient souffrir de crises nerveuses incessantes, se cognant contre les barreaux jusqu'au sang. « Mon Dieu !» murmura Rebecca en portant une main à sa bouche. Maria hocha tristement la tête. Voilà leurs expériences. Ils veulent des chiens plus agressifs, plus endurants, mais la plupart ne survivent pas longtemps. Ceux-ci sont les réussites. Daniel s'approcha d'une cage où un chiot au pelage clair gémissait faiblement. Son regard vide était insoutenable. « Ce n'est pas de la science, c'est de la barbarie », souffla-t-il. Mitchell prit la décision. « On les prend tous ? Ces preuves suffiront à faire tomber Premier Genetics. » Mais Daniel n'écoutait déjà plus. Son cœur battait d'une urgence folle. Il savait que Ranger était là, quelque part, plus loin dans ce labyrinthe de souffrance. Maria consulta son plan. Salle C3, niveau inférieur, c'est là qu'ils gardent leurs spécimens principaux. Ils descendirent un escalier métallique, leurs pas résonnant dans le silence oppressant. Chaque porte croisée dévoilait de nouvelles horreurs, des salles de vivisection, des laboratoires jonchés de dossiers, des cuves où trempaient des tissus organiques. Marcus filmait tout, rassemblant les preuves. Enfin, ils atteignirent à la salle C3. Mitchell fit signe à Marcus, qui força la serrure. La porte s'ouvrit, en un grincement métallique, et là, Daniel le vit. Ranger, étendu sur une table froide, bardée de tuyaux et de câbles. Un masque respiratoire couvrait son museau. Ses flancs se soulevaient faiblement. Son pelage, autrefois brillant, était terne et parsemé de cicatrices récentes. Daniel se précipita, oubliant tout protocole, arrachant les électrodes et les perfusions avec des gestes tremblants. « C'est moi, mon vieux, je suis là. Tiens bon. » Ranger ouvrit légèrement les yeux. Et dans ce regard brumeux, Daniel aperçut une lueur fragile mais bien réelle. Reconnaissance.
Rebecca installa une perfusion d'urgence pendant que Daniel murmurait sans cesse « Tu n'es pas seul. On rentre à la maison ?» Mitchell couvrait la porte, arme à la main. « Dépêchez-vous, on n'a plus que quelques minutes. » Soudain, une alarme stridente retentit dans tout le complexe. Maria pâlit. « Ils nous ont repérés. » Les couloirs s'illuminèrent de rouge. Des pas lourds résonnaient déjà dans l'escalier. Mitchell jura entre ses dents. « Extraction immédiate !» Daniel, soutenant Ranger contre lui, sentit le poids du chien presque briser son dos. Mais rien ne l'aurait fait lâcher. Pas cette fois, pas après tout ce qu'ils avaient traversé. « Tiens bon, mon ami !» murmura-t-il tandis que les sirènes hurlaient autour d'eux. « Je te ramène chez toi. » Les sirènes hurlaient à s'en briser les tympans, couvrant presque les aboiements déchirants des chiens enfermés dans les cages voisines. Les lumières rouges d'alarme clignotaient dans tout le couloir, transformant les murs blancs en un cauchemar stroboscopique. Daniel serrait Ranger contre lui, sentant le souffle du chien faiblir à chaque seconde. « Il faut sortir maintenant !» cria Mitchell en couvrant la porte, son arme pointée vers l'escalier où des pas résonnaient déjà. Marcus lança une grenade flash qui explosa dans un éclair assourdissant. Les gardes hurlèrent, aveuglés, ce qui donna à l'équipe quelques précieuses secondes. Rebecca aida Daniel à hisser Ranger sur une civière portable qu'ils avaient emportée pour ce genre d'urgence. « Il est faible, mais stable. Ne t'arrête pas, Danny », souffla-t-elle. Daniel hocha la tête, son regard rivé sur le chien comme s'il pouvait lui insuffler de la force rien qu'en le fixant. Ils progressèrent à travers les couloirs, guidés par Maria qui piratait les serrures électroniques avec une rapidité fébrile. À chaque porte franchie, la tension montait. Derrière eux, les échos de bottes et les ordres hurlés se rapprochaient. Devant, l'inconnu. Au détour d'un couloir, un groupe de gardes surgit, armés de fusibles tranquillisants. Marcus tira 3 coups précis visant leurs jambes et les mettant hors d'état de nuire sans les tuer. « Continuez !» beugla-t-il. Le tunnel de maintenance n'était plus qu'à 50 mètres. Maria ouvrit la trappe, mais un nouveau groupe apparut derrière eux. Les projectiles sifflèrent dans l'air. Une fléchette frôla Daniel et se planta dans le mur. Ranger gémit faiblement et Daniel redoubla d'efforts, son cœur battant à tout rompre. « Par ici !» cria Mitchell, ouvrant la voie. Ils se glissèrent dans le tunnel sombre, refermant la grille derrière eux. Mais les coups de feu martelaient déjà le métal. « On a 30 secondes d'avance, pas plus !» prévint Marcus. Ils coururent dans l'étroit boyau, leurs pas résonnant dans l'écho humide. Daniel, épuisé, trébuchait presque sous le poids de la civière, mais Rebecca le soutenait. Ranger respirait difficilement, ses yeux papillonnants, mais il était vivant. Enfin, la sortie. Maria força le loquet extérieur et l'air glacé de la montagne s'engouffra dans le tunnel. La tempête de neige les attendait dehors, leurs alliés et leurs ennemis à la fois. La visibilité était réduite, mais cela ralentirait aussi leurs poursuivants. « Vers le véhicule !» ordonna Mitchell. Ils se ruèrent vers la camionnette banalisée stationnée à l'abri d'un bosquet. Maria bondit au volant, Marcus monta à l'arrière pour couvrir l'équipe, et Daniel et Rebecca installèrent Ranger sur une table improvisée. À peine la porte claquée, des silhouettes apparurent à travers le rideau de neige, armes braquées. Marcus ouvrit le feu pour les retenir. Maria lança le moteur à plein régime, les pneus patinant sur la glace avant d'accrocher la route. Le véhicule bondit dans la tempête, les balles ricochant sur la carrosserie. À l'intérieur, Daniel se pencha sur Ranger, palpant son pouls, injectant un stimulant d'urgence. « Tiens bon, mon ami, tiens bon. Tu n'as pas survécu à tout ça pour partir maintenant. » Ranger entr'ouvrit les yeux, ses prunelles ambrées, cherchant faiblement le visage de Daniel. Ce simple signe suffit à raviver l'espoir. Rebecca pressa une compresse sur une plaie. Il est en état critique, mais il s'accroche. S'il survit aux prochaines heures, il a une chance. Le colonel Mitchell, assis à l'avant, observait la route à travers le pare-brise embué. On ne peut pas retourner directement au sanctuaire. Ils savent où vous êtes. Il nous faut un lieu sûr, hors de leur radar. Maria acquiesça. J'ai une planque dans un ancien refuge de rangers forestiers, à 30 minutes d'ici. Aucun signal, aucun enregistrement. On pourra les soigner en paix. Daniel serra la main de Ranger, sa voix à peine audible. « Tu es libre maintenant, je te le promets. » Dehors, la tempête recouvrait leurs traces, effaçant toute preuve de leur passage. Mais dans le rétroviseur, Marcus aperçut les phares d'un convoi qui se lançait déjà à leur poursuite. Premier Genetics n'avait pas dit son dernier mot. La camionnette cahotait sur les routes enneigées, poursuivie de loin par des phares qui s'effaçaient peu à peu dans le blizzard.
Au bout de 40 minutes de conduite éprouvante, Maria tourna brusquement sur un chemin forestier à peine visible, menant à une cabane de bois abandonnée depuis des années. Ils s'y engouffrèrent en hâte, claquant les portes derrière eux. Le colonel Mitchell inspecta rapidement le périmètre, Marcus monta la garde près de la fenêtre et Rebecca transforma la table principale en poste de soins d'urgence. Daniel installa Ranger qui respirait difficilement, ses flancs soulevés par des spasmes irréguliers. « Prépare une perfusion », ordonna Rebecca d'une voix ferme, cachant mal son inquiétude. Daniel s'exécuta, ses mains tremblantes mais précises. Chaque geste lui rappelait les années passées aux côtés d'Emily, quand il rêvait de ce sanctuaire où aucun animal ne souffrirait. Aujourd'hui, il se battait pour que ce rêve ne s'éteigne pas avec Ranger. Heures après heures, la cabane résonna du son régulier des machines portatives, du froissement de compresses et des murmures de Daniel qui ne cessa jamais de parler à son chien. « Tiens bon, vieux frère, souviens-toi de la colline, de l'herbe, du ruisseau. Ce n'est pas ici que ça se termine. » Au petit matin, alors que la tempête s'apaisait, Ranger ouvrit enfin les yeux. Son regard, voilé mais conscient, se posa sur Daniel. Une larme roula sur la joue du vétérinaire. « Tu es revenu ?» souffla-t-il. Ranger remua faiblement la queue, un geste minuscule mais porteur d'un monde d'espoir. Pendant les jours qui suivirent, la cabane devint un hôpital clandestin. Rebecca et Daniel soignaient Ranger sans relâche, alternant entre pansements, injections et exercices doux pour empêcher ses muscles de s'atrophier. Maria passait ses nuits à compiler les preuves récupérées, construisant un dossier accablant contre Premier Genetics. Mitchell et Marcus surveillaient les alentours, car ils savaient que Sterling n'abandonnerait pas la traque. Ranger progressait lentement. Il recommença à manger seul, à relever la tête, puis à se tenir quelques secondes sur ses pattes avant de retomber. Ses nuits étaient agitées, hantées par des gémissements et des sursauts. Mais chaque matin, Daniel était là pour l'accueillir avec des paroles rassurantes et une main tendue. « Tu n'as plus à avoir peur, plus jamais. » Un soir, alors que le feu crépitait dans la cheminée, Rebecca s'assit à côté de Daniel. « Tu sais que ton combat dépasse ce chien. Tu tiens entre tes mains la possibilité de changer tout un système. » Daniel caressa doucement le front de Ranger, endormi à ses pieds. « Tout ce que je sais, c'est que sans lui, je serais mort à l'intérieur depuis longtemps. Je lui dois ma vie, alors je me battrai peu importe le prix. » Maria leva les yeux de son ordinateur. Les preuves sont explosives. Vidéos, rapports internes, dossiers génétiques. Dès qu'on les rend publics, Premier Genetics sera forcé de répondre. Mais, elle marqua une pause, le visage grave, il y aura des représailles. Leur fortune et leurs avocats s'y sont puissants. Mitchell, jusque-là silencieux, posa son verre de café. Alors il faut être prêt à la guerre, pas seulement dans les tribunaux, mais dans l'opinion publique. Si les gens voient ce que ces monstres font aux animaux, ils ne pourront plus se cacher. Daniel serre les poings, son regard fixé sur la flamme dansante. Alors montrons-leur, Ranger, montrons-leur la vérité. À ce moment précis, Ranger ouvrit un œil, leva la tête et posa faiblement sa patte sur la main de Daniel. Le geste, fragile mais volontaire, traversa la pièce comme une promesse silencieuse. Rebecca sourit à travers ses larmes. Il est encore là, et Daniel comprit que, tant que ce lien subsistait, il avait la force de continuer. Le combat ne faisait que commencer, mais cette fois, il n'était plus seul. Le printemps s'installa peu à peu sur les montagnes. La neige se retira, laissant place aux torrents gonflés et aux champs de fleurs sauvages. Dans la cabane forestière, Ranger faisait ses premiers pas sans aide. Vacillant au début, ils gagnèrent en assurance de jour en jour. Chaque mouvement semblait une victoire arrachée au néant. Daniel, toujours à ses côtés, le guidait avec patience. Doucement, « C'est bien, mon vieux. » Un pas de plus. Lorsque le chien parvenait à traverser la pièce sans tomber, Rebecca applaudissait, et même le colonel Mitchell laissait apparaître un sourire rare. Mais au-delà de cette guérison intime, une tempête médiatique avait éclaté. Maria avait transmis les preuves aux journalistes d'investigation. Les vidéos des laboratoires, les rapports secrets, les images insoutenables d'animaux mutilés circulaient désormais sur tous les écrans. L'opinion publique, outrée, se retourna contre Premier Genetics. Des manifestations éclatèrent devant leur siège. Des associations de protection animale se fédérèrent dans un mouvement inédit. Sur les réseaux sociaux, un mot revenait sans cesse. « Justice for Ranger ». Le berger allemand, encore faible mais vivant, devenait malgré lui le visage de la résistance. Daniel, d'abord réticent à se montrer,
dut accepter les caméras. Les journalistes se pressaient à la cabane, puis, plus tard, au sanctuaire, désormais reconstruit et sécurisé. Ils voulaient tous voir le chien qui avait survécu à l'enfer et l'homme qui avait refusé de céder. Lors d'une conférence improvisée, Daniel se tint devant les micros, Ranger couché à ses pieds. Sa voix tremblait, mais ses mots frappaient juste. « J'ai failli être son bourreau, comme je l'ai été pour d'autres chiens avant lui, mais Ranger m'a ouvert les yeux. Il m'a rappelé ce que signifie aimer sans condition. Ce que Premier Génétiques a fait n'est pas seulement un crime contre les animaux, c'est une trahison de la confiance la plus pure que nous connaissions. » Les images firent le tour du pays. Des milliers de lettres et de dons affluèrent. Le projet de sanctuaire imaginé par Émilie, que Daniel croyait perdu, reprit vie, à une échelle qu'il n'aurait jamais osé rêver. Des architectes bénévoles proposèrent leurs services, des vétérinaires vinrent prêter main forte, et des familles endeuillées par la perte de leurs chiens malades écrivirent pour dire combien ce combat leur donnait espoir. Un matin, Daniel ouvrit une enveloppe d'une vieille éleveuse du Kansas. « J'ai consacré ma vie aux bergers allemands, » écrivait-elle. « Ce que vous avez fait pour Ranger honore chaque chien que j'ai connu. Votre femme serait fière. » Daniel resta longtemps immobile, la lettre serrée contre lui, les yeux embués. Au sanctuaire, la vie reprenait. Les chiens sauvés des laboratoires réapprenaient lentement à faire confiance. Certains portaient des cicatrices irréversibles, mais tous trouvaient ici un foyer. Ranger, lui, devint leur guide naturel. Malgré ses traumatismes, il accueillait chaque nouvel arrivant avec douceur, comme s'il comprenait leur douleur mieux que quiconque. Rebecca observait un jour la scène, émue. « Tu vois, Daniel, il n'a pas seulement survécu, il est devenu un phare pour les autres. » Daniel caressa la tête de son compagnon. « Oui, et il l'est aussi pour moi. » Au loin, des nuages sombres annonçaient que la bataille judiciaire serait longue. Victoria Sterling, bien qu'arrêtée et inculpée, préparait déjà sa défense avec une armée d'avocats. Mais Daniel n'avait plus peur, car cette fois, il n'était plus un vétérinaire isolé au bord de la faillite. Il était le gardien d'un symbole, le protecteur d'un héritage que même la mort de Sarah n'avait pu éteindre. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Daniel s'assit sur le perron du sanctuaire. Ranger, désormais robuste, vint se coucher à ses côtés, posant sa tête sur son genou. Le silence s'installa, doux et apaisant. « Tu sais, mon vieux, je croyais que ma vie s'était arrêtée avec Sarah. Mais toi, tu m'as rappelé que tant qu'il reste quelque chose ou quelqu'un à protéger, on ne doit jamais abandonner. » Ranger leva les yeux vers lui, et son regard ambré brilla d'une lumière tranquille. Le vent du soir apporta l'odeur des pins et le murmure du ruisseau. Et pour la première fois depuis des années, Daniel se sentit en paix. L'avenir restait incertain, mais il avait retrouvé l'essentiel. Un but, une famille, et l'amour indestructible d'un chien qui lui avait tendu la patte quand il en avait le plus besoin.